Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette session au Forum 3.0 sur la finance à impact, contraintes ou opportunités pour l'ESS. Je suis Cynthia Elouz, experte en mécénat et RSE, enseignant-chercheur à l'université et dans des business schools, et également fondatrice d'un média qui s'appelle Charity. C'est donc avec cette double casquette à la fois médiatique et académique que je reçois nos invités aujourd'hui. Alors pour parler de ce sujet, 4 personnes sont présentes à mes côtés. Benoît Cattel, qui est directeur général du Crédit Coopératif. Fanny Picard, qui est fondatrice d'Alter Equity. Jean Moreau, fondateur de Phoenix et coprésident du mouvement Impact France. Et enfin, Pierre-Alain Sartou, qui est directeur de cabinet d'Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Alors, pour commencer cette session, j'avais envie de vous rappeler un certain nombre de définitions pour savoir de quoi on va parler. Donc, d'abord, on parle d'économie sociale et solidaire, d'ESS. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit, en quelques mots, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours, mais il s'agit évidemment d'une économie dont l'objectif n'est pas uniquement le profit, mais également d'avoir un impact positif sur nos vies, notre planète. Il s'agit d'un certain nombre d'organisations qui peuvent être des sociétés, des associations, des coopératives, qui cherchent donc à concilier solidarité, performance économique, mais aussi utilité sociale et environnementale. Alors, j'avais envie aussi de vous rappeler que l'ESS, l'économie sociale et solidaire, est régie par une loi, celle du 31 juillet 2014, qui pose quand même un cadre à cette économie et fixe un certain nombre de règles, et notamment, sans rentrer dans le détail de cette loi, l'encadrement des bénéfices pour continuer évidemment de développer l'organisation et sa finalité positive, et puis un mode de participation qui est démocratique et une gestion qui est démocratique et participative. Alors l'ESS, ça représente quoi aujourd'hui en France? Ça représente quand même 10% de notre PIB, 14% des emplois du secteur privé, soit 2,38 millions de salariés et environ 200 000 entreprises ou organisations. Voilà de quoi on va parler avec l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et bien sûr on va revenir dans le détail avec nos intervenants. Quant à la finance à impact, alors là c'est plus compliqué, c'est une notion qui est née il y a environ 10 ans aux États-Unis, cette notion d'impact investing, investissement donc à impact, qui évidemment recouvre l'investissement qui recherche une rentabilité économique d'un côté et également une création d'impact social qui soit mesurable, et c'est là, on va en discuter avec nos invités, que c'est plus compliqué puisqu'il y a une pluralité de méthodologies d'évaluation. Donc, c'est un peu plus compliqué à définir. Alors, je vais me tourner vers nos invités pour comprendre leurs activités sur, vous avez compris, ces deux grandes thématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Je vais demander déjà à Pierre-Alain Sartou de compléter peut-être un peu les premières notions que j'ai commencé à définir et nous dire un peu comment l'État travaille sur la définition de ces notions, peut-être un peu plus précisément depuis un certain temps. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et vous l'avez dit, Cynthia Elouz, on a quand même un énorme sujet sur la finance à impact, c'est que de quoi parle-t-on exactement? On constate qu'aujourd'hui, on a quand même une myriade de termes, de dénominations. On parle de finance verte, on parle de finance durable, on parle de finance à impact, on parle de label ISR, on parle de finance solidaire, on parle de finance ESG. Tout ça introduit quand même beaucoup de confusion dans le paysage qui est déjà assez complexe de la finance aujourd'hui. Donc le premier enjeu auquel il faut vraiment qu'on s'attache et qu'on réfléchisse, c'est la définition de standards communs, de méthodologies communes, et qu'en gros les acteurs puissent être entièrement d'accord sur ce à quoi renvoie chaque terme.
Pourquoi c'est un enjeu qui est aussi important? C'est pas simplement pour qu'il y ait de la clarté, qu'on ait un beau jardin à la française, c'est parce qu'on regarde les épargnants, on regarde que les épargnants aujourd'hui ont une vraie envie d'épargne de conviction, et nous, nos préoccupations côté État, c'est qu'on ait du côté des épargnants une information qui soit fiable. On ne veut pas les induire en erreur, on ne veut pas leur faire de fausses promesses, et lorsqu'ils souscrivent à un produit financier qui est dit à impact, il faut qu'on puisse leur donner la garantie qu'en contrepartie, il y a effectivement une vraie recherche d'impact et que ce n'est pas donc de l'impact washing. On a le même sujet sur la finance verte avec le greenwashing, mais on y reviendra peut-être. Donc qu'est-ce que peut faire l'État pour développer à la fois une meilleure compréhension du sujet, mais surtout aussi développer la finance impact, parce que c'est quelque part ça qu'on cherche à faire collectivement. L'État peut faire plusieurs choses. La première chose qu'il peut faire, c'est d'abord mettre tout le monde autour de la table. C'est le pouvoir qu'il a. Donc c'est pourquoi Bruno Le Maire et Olivier Grégoire, fin mars dernier, ont lancé une coalition de place sur la finance à impact qui rassemble tous les acteurs historiques, en particulier de la finance solidaire, les nouveaux intrants de la finance à impact qui aujourd'hui sont en train d'avoir des performances et qui grandissent, je pense notamment à Alter Equity, Fanny Picard, mais également les acteurs historiques qui sont en train de se positionner sur ce marché, qui connaissent les thématiques ESG depuis des années, mais on a besoin de mettre autour de la table pour leur dire l'ESG c'est très bien, mais l'impact c'est encore autre chose. Donc accordez-vous là-dessus. Cette coalition de place, elle a été lancée sous l'égide de Finance for Tomorrow. Elle a rendu en juillet des premiers travaux et une première esquisse de définition, d'ailleurs sous l'égide du mouvement Impact France qui a beaucoup travaillé à mettre tout le monde autour de la table et à faire travailler les acteurs main dans la main. Et on commence à parvenir à quelques standards communs. Il y a au moins 3 choses qu'il faut retenir et qui sont indispensables lorsqu'on parle de finance à impact. La première chose, c'est l'intentionnalité. Lorsqu'on parle d'impact, il faut que dans la décision d'investissement, dans le placement du portefeuille de l'acteur financier, il y ait la recherche de rendement financier, très bien, mais il faut qu'il y ait d'emblée une recherche d'impact. Il faut que d'emblée, il y ait des objectifs extra-financiers qui soient précisés et qui soient des objectifs, des buts à atteindre. Si vous avez une finance qui fait des placements financiers et qui, après coup, ex post, se rend compte que ça a eu des effets bénéfiques sur l'environnement ou que ça a permis le retour à l'emploi de personnes défavorisées, c'est très bien, mais ce n'est pas d'impact, parce que c'est seulement vu après coup. Il faut que ce soit dès le départ, que les acteurs se positionnent là-dessus. Deuxième élément central de définition, l'additionnalité. Il faut que l'investisseur se pose la question, si je n'avais pas investi dans cet actif, dans ce segment, auprès de telle entreprise, est-ce qu'il y aurait une différence dans l'impact que j'ai généré? En gros, si on constate qu'il y a eu un placement financier auprès d'une grande entreprise comme EDF, qui de toute façon va développer des éoliennes, très concrètement, je n'ai pas d'additionnalité, donc je n'ai pas fait d'impact. Il faut que mon investissement ait fait une vraie différence. Et le troisième enjeu, c'est la mesure de l'impact. Je reviens à ce que je disais en introduction, on a un vrai enjeu de méthodologie. Concrètement, on veut qu'on ait des méthodologies qui soient robustes et qui permettent d'expliquer très concrètement que j'ai fait de l'impact, j'en ai fait tant, je l'ai fait de telle façon, et je suis capable de le mesurer, de l'objectiver et de prouver aux épargnants, aux investisseurs que, effectivement, j'ai fait une différence. Voilà, donc ça c'est un premier point de définition et il faut que cette coalition de place se poursuive. L'État peut aussi agir évidemment sur le volet de la réglementation, c'est même son rôle premier, son rôle d'État régalien. Là-dessus, on a su être assez innovant dans les dernières années. Je pense notamment à l'émergence de la finance solidaire. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a 20 milliards d'encours sur la finance solidaire et une très belle dynamique, il faut s'en féliciter. Ce qui a largement contribué au développement de la finance solidaire, c'est notamment le fait que l'État a prévu que les fonds d'épargne salariale, beaucoup de salariés en France, puissent être assez facilement et avec beaucoup d'efficacité fléchés vers les finances solidaires. Je pense notamment au fonds 90-10, que vous connaissez peut-être, qui sont les pures constructions de l'État, qui disent qu'en gros, voici un fonds où 90% à 95% des actifs peut être investi un peu partout pour générer du rendement. Souvent, c'est quand même des fonds qui sont investis dans l'ISR. Mais on garantit que quoi qu'il arrive, il y a une poche de 5 à 10% du fonds qui aille directement vers le solidaire. Directement vers des entreprises ESUS, directement vers des entreprises d'insertion. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a permis vraiment de développer et surtout de mettre en relation à la fois la volonté des salariés de vouloir s'engager, que leur épargne serve à quelque chose, et puis d'avoir vraiment de l'impact. Premièrement, et puis je mentionne simplement 2 autres réglementations plus récentes qu'on a mis en œuvre et qu'il est important de mentionner. D'une part, la loi Pacte. Avec la loi Pacte, au tout début de l'année 2022, tous les assureurs vie seront obligés, lorsqu'ils vont signer un contrat avec un épargnant, de proposer systématiquement un support vert, donc labellisé Greenfin, un support solidaire
et un support ISR. Et après, charge à l'épargnant de choisir, de dire ben moi, ma préoccupation c'est le vert, ma préoccupation c'est la transition sociale, ma préoccupation c'est la solidarité, mais les assureurs seront obligés de le faire. L'assurance vie en France, c'est 1800 milliards d'actifs. Donc là, on a vraiment la possibilité de faire une vraie différence. Dernier élément que je peux mentionner, qui montre que la France, et je pense qu'on peut s'en féliciter, est vraiment pionnière sur ce sujet-là. On veut que tous les acteurs financiers fassent la transparence sur leur portefeuille d'actifs, concrètement. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils puissent dire, voici les sommes que j'investis dans le charbon, mais voici aussi les sommes que j'investis dans la décarbonation de l'industrie. Et donc, ce qu'on a mis en place, notamment avec la loi énergie-climat, et on est en avance de l'Europe, et on espère que l'Europe va continuer à nous copier, parce que c'est des bonnes pratiques, on oblige tous les acteurs financiers, y compris les assureurs, à mesurer et à rendre transparent l'alignement de leur portefeuille avec les accords de Paris. Donc là, c'est un effort de transparence qu'il faut saluer. Et enfin, et pour conclure, il y a un dernier élément où l'État peut vraiment agir, c'est sur les labels. Et en particulier un label, qui est le label ISR, Investissement Socialement Responsable, qui est un label qui a été créé et qui est géré par l'État. C'est un label qui a tenu quelques promesses, et notamment celle d'avoir des encours qui ont explosé ces dernières années, avec des dynamiques de 30, 40, 50% chaque année. Mais c'est aussi un label qui a quelques faiblesses. On pourra peut-être en reparler, mais ce n'est pas un label qui caractérise de l'impact, clairement pas. Donc on est en train de réfléchir, et il y aura des annonces très prochainement des ministres, sur comment on renforce ce label-là, et comment on garantit que quelque part il puisse être une vraie vitrine de l'impact. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Benoît Cattel. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les activités qui touchent ce secteur de la finance à impact au crédit coopératif ? Bonjour à toutes et à tous. Peut-être dans un premier temps, et avant de revenir sur les définitions de ce qu'est l'impact, peut-être vous dire que, en fait, j'ai la chance, moi, de travailler dans une entreprise qui est d'abord une entreprise de l'économie sociale et solidaire par construction, par statut, mais aussi par raison d'être et par volonté. Or, ça remonte à il y a plus de 100 ans. Alors, il y a 100 ans, on ne se posait peut-être pas la question de la définition à impact, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas déjà des acteurs qui avaient des actions à impact. Et en fait, on a été créé par des coopératives qui elles-mêmes sont dans l'univers de l'impact. Donc dans un premier temps, moi je vais dire que le monde de l'ESS, il a une sorte d'impact inside, quoi, natif si je puis dire. Alors c'est peut-être pas avec la finesse des définitions qui sont en train d'être élaborées aujourd'hui, mais dans la vision, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans qu'est-ce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire, la notion d'impact est, voilà, elle est inclue, elle est au cœur du dispositif. Alors quand on est une banque qui a choisi, enfin qui a été créé pour ça et qui a choisi de rester, de cultiver son savoir-faire, on joue le rôle de banque. Une banque, c'est assez simple. En fait, on collecte de l'argent auprès de tout à chacun, vous, des acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi. Certains ont de la trésorerie, des entreprises. Et puis, on utilise cet argent, on la reprête selon différentes modalités. Et ce qu'a essayé de faire au fil de l'histoire et depuis plusieurs décennies le crédit coopératif, c'est de donner du sens à la collecte, à l'épargne qui lui est donnée, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que l'épargnant soit un acteur, et on pourra y revenir, je fais rapide, et puis d'utiliser l'argent qui est confié pour la remettre dans les circuits économiques. Alors il y a deux grandes modalités, je fais quand même cette distinction. Il y a ce qui vient d'être évoqué, les fonds, c'est-à-dire que l'argent que vous donnez à la banque est confié à des intermédiaires qui vont eux-mêmes gérer cet argent, et puis l'argent que la banque utilise elle-même, qu'elle prête. Elle prête en direct à une association, à une entreprise ou même à des particuliers, du crédit immobilier, du crédit consommation. Donc dans les activités à impact du crédit coopératif, on a l'ensemble de la panoplie. C'est-à-dire on a des fonds qui sont dans le non-coté, qui visent à renforcer la solidité financière des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Si je suis trop théorique ou pas clair, il faut m'interrompre. Et donc, voilà, chez nous, c'est SFIN, ça s'appelle SFIN. Le premier fonds qui a été créé, c'est 1983. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros.
dont la vocation était de renforcer les fonds propres de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, et c'était son unique objet. Et puis, ce fonds a fonctionné, il a fait d'autres fonds. Notre dernier fonds s'appelle Impact Coopératif, vous avez compris qu'il était quand même destiné aux coopératives, avec la même idée, et faire en sorte que les entreprises, les COP, les SCOP bénéficiaires, puissent continuer eux-mêmes leur impact sur les territoires, sur leur façon de travailler. Le non-coté. Puis il y a le côté, on en parlait tout à l'heure, en particulier, on a aussi une société de gestion du côté, qui s'appelle Ecofi, et qui s'est spécialisée rapidement, c'était sa vocation, dans des fonds qui ont eux-mêmes vocation à avoir de l'impact. Donc dans les définitions ISR, telles qu'elles ont été présentées, on est très actif sur les fonds 90-10, on pourra y revenir aussi, parce qu'on a plus de 19 fonds qui sont labellisés, qui permettent donc aux épargnants de choisir l'objectif du placement qu'ils veulent au final exécuter. Puis on a une grosse activité crédit, bien sûr, et dans ces 15 milliards de crédits, on attribue 3 milliards de crédits par an, je donne quelques repères, et on a un stock de 15 milliards de crédits. Il y a la moitié qui va vers vraiment les acteurs de l'économie sociale et solidaire, associations, mutuelles, financement du sanitaire et social, financement du logement social. Et puis, dans l'autre moitié, on a le financement des coopératives, coopératives industrielles, coopératives, agricoles, enfin, tout l'univers coopératif, qui représente 25% du portefeuille. Et puis, bien sûr, on finance vous et moi, si je puis dire, si vous avez des besoins. Vous voyez que l'orientation fondamentale, et c'est possible donc dans la banque de le faire, c'est d'abord et avant tout l'économie sociale et l'économie à impact. Voilà, puis dernier point, on est un petit peu actif pour essayer de promouvoir ce qu'on fait. Parce qu'on est plutôt fiers, les collaborateurs sont fiers de ce qu'ils font et me semble-t-il à juste titre. Donc on est actif dans les labels. Nous on travaille beaucoup avec Finansol, avec l'ILAB pour apporter aussi nos pierres à l'édifice de la construction dont parlait Pierre-Alain. Et voilà ce que je peux dire en extrême synthèse. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Jean Moreau. À la fois, vous êtes fondateur d'une entreprise Phoenix. Vous allez nous détailler qui est Phoenix. Et également coprésident d'un mouvement, le mouvement Impact France. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux organisations dans ce paysage ? Ok, avec plaisir. Bonjour à tous. Phoenix, c'est une entreprise sociale dont la mission est de lutter contre le gaspillage alimentaire, de donner une seconde vie aux invendus et d'éviter la poubelle, l'incinération et la destruction. Et donc on a deux choses. On a une plateforme qui connecte les magasins type Leclerc, Intermarché, Biocoop, Bio C'est Bon, avec des assos caritatives comme la Croix-Rouge, les Restos du Cœur ou la Banque Alimentaire. Donc les invendus sont donnés par palette entière à des réseaux de solidarité. Et puis ce qui n'a pas été donné ou ce qui ne peut pas être donné, ou ce qui n'intéresse pas les assos, on le revend sur une application mobile grand public pour les consommateurs avec une réduction. Donc ce sont des paniers d'invendus anti-gaspi à moins 50% qui sont des produits en date du jour ou en date du lendemain. Et donc le but étant d'arriver au zéro déchet et de remplacer le modèle historique du camion poubelle, de l'incinérateur, de la décharge. Donc ça c'est pour Phoenix. Et donc on fait partie, c'est prétentieux de dire ça, mais des quelques belles histoires du secteur, puisqu'en 7 ans on a créé 250 emplois, un peu partout en France, dans une vingtaine de villes. Donc on a un ancrage territorial qui est assez fort et dont on est fier. On passe la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc des 100 millions d'euros de volume de produits qui transitent par Phoenix chaque année. Donc on est passé à un stade de boîte en création, start-up, scale-up. Maintenant on est plutôt TPE, PME. Et on a un impact extra-financier dont on est fier aussi, puisqu'on sauve de la poubelle tous les jours 130 000 repas. Et en cumulé depuis l'histoire de Phoenix, en 2014, on est à 150 millions de repas redistribués. Ayant dit ça, on est plutôt dans la frange entrepreneuriat social de l'écosystème, et de façon assez assumée. Donc ça c'est pour Phoenix. Et donc on a été aussi financé par des levées de fonds, de la finance responsable, de l'impact investing, et puis par des fonds traditionnels, plutôt à coloration green, mais on y reviendra. Et c'est un gros retour d'expérience là-dessus. À côté de ça, j'ai une autre casquette qui est celle de coprésident avec Eva Sadoun du mouvement Impact France, qui est la suite du mouvement des entrepreneurs sociaux, le MOVE, que vous connaissez sans doute, qui est un mouvement qui a 10 ans. Et donc il y a
1 an et demi, quand on a repris la gouvernance avec Eva, on a voulu changer le nom, changer l'identité visuelle, rapprocher le move avec Tech for Good France, pour plein de raisons, y compris pour y rajouter une dimension environnementale, qui était un mouvement qui était très ancré sur le social, mais il nous semblait qu'on passait à côté de la dimension environnementale, climat. Et puis on voulait rajouter aussi la coloration digitale, numérique, parce que le SS était assez loin de ces sujets-là. Et donc en rapprochant avec Tech for Good France, déjà on faisait un seul mouvement fort, puissant, on sortait des batailles de chapelle, et on raccrochait les wagons avec la tech et l'environnement, et aussi avec une posture d'ouverture à l'économie classique, en se disant il faut qu'on sorte de la logique de pionnier et de l'entre-soi pour aller polliniser l'économie traditionnelle, sans se dissoudre. C'est ça tout l'enjeu, hein, c'est aller contaminer des grands groupes sans perdre l'âme du move historique. Donc voilà pour les deux structures, et ça me donne un poste d'observation que je suis ravi de partager avec vous. Merci beaucoup, Jean. Je me tourne vers vous, Fanny Picard. Est-ce que vous pouvez également nous présenter les activités d'Alter Equity ? Avec plaisir. D'abord, je voudrais vous dire que j'espère que vous vous rappellerez de moi et de cette table ronde autrement que par mon alignement sur le sol un peu brutal et de cette arrivée. Et puis, je voudrais peut-être en introduction vous remercier individuellement, collectivement, et vous féliciter. Cynthia, merci de cette invitation. Merci à vous de venir nous écouter. Et je voudrais également féliciter Jean Moreau pour tout ce qu'il fait à la tête de Phoenix et du mouvement Impact France, qui est absolument remarquable, extrêmement utile pour fédérer notre communauté. Le crédit coopératif, qui est un pilier majeur de l'économie sociale et solidaire en France, et grâce à qui beaucoup de choses arrivent, même si ce sujet de l'économie sociale et solidaire est un sujet que je connais beaucoup moins bien que l'impact, et finalement assez peu. Et puis, Pierre-Alain, vraiment, je crois que toute la communauté Impact est aujourd'hui extrêmement heureuse de voir à quel point ce sujet est porté par le gouvernement, porté par Olivia Grégoire. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ce sujet, et c'est la première fois qu'on voit une telle impulsion pour soutenir la finance à impact, et plus largement une finance responsable, un capitalisme responsable. Donc merci pour ce que vous faites, ce que votre ministre fait et ce que vous portez au sein du cabinet. On sait tous à quel point le cabinet est instrumental dans l'action. Pour revenir à Alter Equity, effectivement, depuis 2007, nous avons créé un modèle qui était complètement nouveau dans la finance en France et en Europe, qui consistait à investir dans des entreprises utiles à la société parce que utiles d'un point de vue social ou d'un point de vue environnemental, à qui nous avons demandé en outre, et c'était également très innovant, de progresser dans leurs pratiques de gestion et de prouver leur pleine responsabilité à la fois sociale, environnementale et on va dire plus largement sociétale vis-à-vis de leurs clients, leurs fournisseurs, leur territoire d'implantation, donc non seulement leurs clients non seulement leurs salariés et l'environnement, mais également toutes leurs parties prenantes. Et c'était complètement nouveau en leur demandant d'adopter un plan d'action en termes de responsabilité sociale et environnementale que nous avons à l'époque appelé business plan extra-financier. Et le tout, et c'est probablement une des grandes distinctions que nous avons avec l'économie sociale et solidaire, même si nous considérons que nous sommes vos petits frères, en recherchant un rendement financier demandé par nos souscripteurs qui permettent de rémunérer leurs risques. Et au début, moi je considérais que nous pourrions nous satisfaire d'un rendement plus faible qu'un rendement de marché, compte tenu de la satisfaction que nous apporterions à nos investisseurs d'un point de vue sociétal. J'ai mis plus de 7 ans pour lever le premier fonds, et j'ai assez vite compris que si nous n'étions pas sur un rendement de marché, eh bien, nous n'arriverions pas à le lever. Et donc, on a décidé de rallier cette idée de rendement financier de marché au regard du risque que nous étions en train d'engager. Et ce faisant, nous nous sommes rendus compte que ça avait eu, bien sûr, ça a des défauts. En particulier, ça signifie qu'il y a un certain nombre d'entreprises qu'on ne va pas pouvoir soutenir parce que leur croissance, notamment, n'est pas suffisante et leur perspective de rentabilité. Mais à l'inverse, ça a eu un énorme avantage que Jean vient très bien de rappeler, qui est d'essayer de démontrer qu'on peut être à la fois rentable et responsable, et grâce à ça, d'emmener la finance traditionnelle vers des pratiques de responsabilité, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets, on était en 2007, et je peux vous dire que tous les investisseurs que j'ai rencontrés m'ont répondu « Puisque vous voulez être responsable, vous serez moins rentable
alors c'est formidable, merci beaucoup, mais on ne va pas pouvoir investir chez vous, on va investir chez vos confrères qui, eux, généreront la rentabilité dont nous avons besoin. Donc, emmener la finance traditionnelle vers la responsabilité, eh bien pour cela, il faut générer, en tout cas à l'époque, il fallait générer du rendement, et je continue de croire aujourd'hui que la finance de marché n'est pas encore prête, sauf rares exceptions, et sur des volumes qui ne sont pas très importants, à concéder des rendements plus faibles en contrepartie d'une responsabilité. Alors, on a eu beaucoup de mal à lever ce premier fonds. On a fini par réunir un peu plus de 40 millions d'euros. À l'époque, ça a été le plus gros fonds d'impact. Je m'empresse, Cynthia, quand même de dire que je pense avoir été la première à parler en France de finance à impact positif. Le terme positif est important parce que l'idée, c'était un impact positif en net des externalités négatives que nous avons dans toutes nos entreprises. Quand on produit, on utilise de l'énergie, quand on a des salariés, ils se déplacent. Donc une entreprise, ça a toujours des externalités négatives et l'enjeu, c'est que les impacts positifs soient supérieurs significativement aux externalités négatives. Mais il ne faut pas oublier cette affaire d'externalités négatives et le fait que l'impact, pour moi, la notion d'impact positif, c'est positif en net du négatif. Et il se trouve que, à ma connaissance, très peu de temps après, la Fondation Rockefeller aux États-Unis a parlé également d'impact et que ça s'est développé en France et aux États-Unis. Et j'affirme que les États-Unis ne sont pas pionniers en matière d'impact. Je pense qu'on est à minima contemporain, si ce n'est un petit peu précurseur par eux pour utiliser ce terme. À la limite, peu importe. Je crois qu'on peut être fier en France à la fois du rôle pionnier porté par l'économie sociale et solidaire dans l'idée d'entreprise qui combine une utilité sociétale et une activité économique et qui ont commencé de démontrer que l'intérêt général peut être porté par d'autres entités que l'État. C'était quand même d'une modernité incroyable et le Crédit Coopératif vous avez énormément aidé à ça. Et nous, on est arrivé derrière pour dire oui, et ça doit aller plus vite, plus fort, plus loin. Je vois le directeur général du Palais Brognard, s'il vient ici, on va lui dire qu'il faut qu'il fasse en sorte que les sols soient moins glissants. Ben, c'est là. Ah ben voilà, Mathieu. Bonjour Mathieu. J'ai fait une arrivée spectaculaire, je me suis étalée par terre parce que les sols glissent beaucoup. Je reviens à des sujets plus sérieux, pardon. Merci de ton accueil. Et donc, nous avons investi avec ce premier fonds dans 12 entreprises. Et puis, nous avons fini de lever un deuxième fonds de 110 millions d'euros en février 2020. Et aujourd'hui, nous avons 15-16 entreprises en portefeuille. Vous m'avez demandé, Cynthia, de parler de quelques-unes d'entre elles. Est-ce que vous voulez toujours que je parle de quelques-unes d'entre elles ou est-ce qu'on le fera au fur et à mesure? On va le faire peut-être en effet au fur et à mesure. Je vais me tourner vers Pierre-Alain Sarthou justement pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, Fanny. Fanny Picard vous a félicité de votre action et j'avais envie de vous challenger aussi comment on va pouvoir faire pour aller encore plus loin. Vous avez parlé de Finance for Tomorrow. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce que les politiques publiques, le gouvernement peut faire pour aller plus loin dans ce sens de l'histoire? D'abord, remercier Fanny Picard parce que, en fait, vous avez montré la voie, vous avez montré que c'est possible, vous avez montré que ça marche. Et si tout le monde est en train de s'aligner derrière, c'est parce qu'il y a eu précisément des personnes, des volontés qui sont allées contre le marché, contre les cultures, et qui ont été capables de montrer que la finance à impact peut devenir un objet central, et pourquoi pas principal. On n'y est pas du tout, mais pourquoi pas. Donc nous, on est côté État, on est en appui complet de ces démarches et de développement des fonds impact. Il y a une chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est que lorsqu'on dit fonds impact, il y a vraiment de l'impact derrière. Et vous aurez remarqué que le terme d'impact, et d'ailleurs c'est pas Jean Moreau qui me contredira parce qu'on est entièrement d'accord là-dessus, le terme impact commence à arriver un petit peu partout, on ne voit pas trop parfois à quoi ça renvoie, mais sur des sujets aussi importants que la confiance des épargnants et la confiance des ménages français, il faut vraiment qu'on ait quelque chose de sûr et quelque chose qui garantisse qu'il n'y ait pas d'impact washing. Ça, c'est une préoccupation primaire pour nous, vraiment essentielle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait travailler la place, tous les acteurs financiers sont autour de la table, c'est très bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pourrait aussi, côté État, dire, ben voilà, on va poser notre définition, c'est la définition de l'État, merci, vous en emparez, et puis c'est la norme.
Nous, la conception qu'on a, c'est que ça ne marche pas, qu'il faut d'abord que les principaux intéressés, et notamment les praticiens du marché, comme Fanny Picard, aient leur mot à dire, et en fait, aient le mot final, ils décident. Mais pour autant, il faut quand même que ce marché soit régulé. Moi, ce que j'aimerais, et c'est un point qu'on regarde de près avec la ministre, c'est que lorsqu'on sera un peu plus mûr sur les méthodologies, les définitions, les mesures, il puisse y avoir une implication du régulateur, et en particulier de l'autorité des marchés financiers, qui puisse venir regarder les portefeuilles, regarder les pratiques, regarder tous les acteurs financiers, et lorsque tel acteur lance Impact Finance 2030, quelque chose comme ça, on puisse regarder ce qu'il y a sous le capot et que le régulateur puisse s'investir et dire là, concrètement, ça ne correspond pas aux standards que l'on a fixés, et donc en tant que régulateur, j'impose une sanction, je mets en demeure, j'interviens. Et là, il y en a sans doute quelque chose à faire. Benoît Cattel, sur ce sujet également, je crois que vous seriez assez preneur de plus de régulation. Oui, alors je ferai peut-être en deux temps, là, plutôt vue de l'épargnant, hein, puisque c'était le sujet, puis après je ferai vue de l'emprunteur ou de celui qui bénéficie des fonds. Ce sont deux sujets, évidemment, qui sont complètement interconnectés, mais dont, j'allais dire, l'appréhension est un peu différente. Moi, je suis très frappé par le fait qu'au fil du temps, de plus en plus des personnes qui épargnent, donc les citoyens, en fait, demandent des comptes sur l'utilisation qui est faite de leur argent. Alors, peut-être qu'antérieurement la question ne se posait pas, peut-être qu'avant on disait bon bah c'est le boulot des banques, et puis tout ça c'est un peu obscur. Et je crois que les années qui viennent, alors ça prendra 5 ans, 10 ans, en fait vont mettre chez l'épargnant, chez vous et nous, une capacité à décider peu ou prou de ce qu'on veut faire de son épargne. Et je crois que c'est une bascule extrêmement importante qui sera d'ailleurs très profitable au sujet dont on traite. Hein. C'est quoi un impact écologique, c'est quoi un impact social, et l'exigence que vous aurez, c'est ce qui, à mon sens, que nous aurons sur ces sujets-là. Qu'est-ce qu'on fait de mon argent seront un élément extrêmement important des politiques des établissements de crédit, des politiques du monde de la finance. Hein. Alors il faut que ce soit normé pour que ça ait du sens, évidemment, qu'on puisse rendre des comptes. Mais je crois que c'est décisif. Et en fait, ce qui me frappe dans ce chemin, c'est, vous l'avez indiqué, d'abord les pouvoirs publics, c'est pas un sujet tout à fait nouveau. Hein. Moi, vous parliez des fonds 90-10, mais moi j'ai en tête aussi ce qui se passe sur le LDDS, hein, dont avec un fléchage des fonds vers l'économie sociale, et donc finalement vers l'impact. Enfin, tous ces éléments-là, en tant qu'épargnant, vous avez déjà, en mettant votre argent dans le LDDS, intuitivement, enfin c'est pas intuitivement, explicitement, ce qui va se passer, c'est qu'une partie ira, sans que vous ayez à y regarder, mais ira, j'allais dire, sur ces sujets-là. On a aussi, dans des pratiques bancaires, moi j'en connais, enfin je parle de ce que je connais mieux, hein, voilà, développé un certain nombre de produits d'épargne qui sont dits fléchés. Hein. Alors il y a des produits épargne à impact, qui vous permettent à vous, par exemple, de dire une partie de mes intérêts, je les dédie à telle cause. Et puis il y a une deuxième volet qui est de dire je place mon argent chez vous, et alors je prends l'exemple de ma banque, hein, et je vais vous demander en tant que banquier, est-ce que vous voulez que ça finance plutôt des affaires liées à la planète, à l'écologie, aux espèces? Est-ce que vous voulez plutôt que ça finance du social, ou est-ce que vous voulez plutôt que ça finance de l'entrepreneuriat, voilà, nouvelle génération si je puis dire? Et en fait, ça existe, ça. Et on voit, nous, quand on propose ces produits aux épargnants, on a un engouement, voilà, un super engouement, quoi. Et donc, c'est, dans ce que je veux dire, sur le chemin qui est en train de se faire, sont des éléments de preuve. Et on a sur ces typologies de produits, et je ne suis pas le seul établissement à proposer, hein, et je crois que ça se généralisera, j'allais dire, une vraie vision de ce que veut faire le citoyen épargnant. Et puis dernier point, je crois que dans ce chemin-là, on ira, comme je le disais tout à l'heure, tout à fait plus loin. Mais pour aller plus loin, alors là, il faut qu'on ait des éléments de preuve. Et on reboucle sur ce qui a été dit sur la normalisation, entre guillemets, de l'impact du produit, du placement ou du crédit qui va être mis en face de votre épargne. On pourra y revenir. Alors Benoît Cattel, moi j'ai évidemment une autre question. Vous dites que les clients ont un engouement vis-à-vis de cette finance à impact. Alors quel rendement ils peuvent espérer? Est-ce que, évidemment, quand on confie son argent à une banque, on a envie d'avoir bien sûr un impact positif, mais on a aussi probablement envie de faire du profit. Je poserai probablement une question assez similaire à Fanny Picard. Oui. Alors,
bon, voilà, c'est ce que Fanny abordait. L'épargnant, il a pour partie, il est prêt à renoncer pour partie à une partie de son rendement, au rendement ou de sa rémunération. On a des produits, nous, qui le prévoient. C'est-à-dire, on dit, ben voilà, si vous investissez, si vous prenez le livret, bon, il s'appelle Agir chez nous. Agir, une partie de vos intérêts sera reversée à une cause que vous choisissez. Donc, il renonce à une partie de sa rémunération. Évidemment, il faut quand même qu'il reste une rémunération. Voilà. Donc, ça nécessite que la banque soit quand même efficace pour arriver à dégager et cette rémunération d'une part, et puis après, sa survie, sa propre vie, son propre développement, et donc sa survie. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième liaison, c'est l'impact que cet argent, ce que je disais, fera sur l'économie, qui est un autre volet, qui est tout aussi intéressant et important pour l'investisseur. Là, ça ne veut pas, enfin pour vous et moi, ça ne veut pas dire que votre rémunération sera fonction de ça. Elle le sera fonction dans un certain nombre de placements, ce qui est fait, par exemple, dans les fonds à impact, dont la rémunération n'est pas connue au début. Quand vous placez sur tout à l'heure je citais le LDDS, vous connaissez votre rémunération. Quand vous placez sur le livret Agir, vous connaissez votre rémunération. Quand vous placez d'argent dans des fonds, vous ne connaissez pas la rémunération. Il y a un aléa qui est lié au risque, donc vous allez demander une rémunération plus élevée. Voilà, j'essaie de resituer pour la clarté, pour le plus de clarté. On n'oppose donc pas la finance à impact à une renonciation à une rémunération. Et il y a même des choses qui sont, avec des taux de rendement qui sont plus que le marché. Il y a des réussites. Voilà. Le tout, c'est de savoir après si ces réussites-là, dans le monde de l'économie sociale, on veut les valoriser. Et si on les valorise pour qui et pourquoi? C'est une question après de redistribution entre guillemets de la richesse créée. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Il y a des secteurs entiers qui ne peuvent pas supporter entre guillemets des taux de rendement 2. Ce que vous évoquez, Fanny, en me disant moi il y a des choses je ne pourrais pas aider. Donc là, c'est vraiment le panachage et la taille qui fait qu'on peut y aller ou qu'on ne peut pas y aller. Et après, c'est la dépendance de ces activités-là aussi d'aide publique, parce que quand on est dans le sanitaire et social pur, ce serait très embêtant de dire, en particulier dans le milieu associatif, qu'on attend un rendement de 10%. C'est pas ça l'objectif. Donc, et les épargnants le comprennent ça aussi. On arrive à expliquer ça et à ce que ce soit admis par les épargnants. Fanny Picard, vos institutionnels, vos particuliers qui viennent investir chez vous, comment ils réagissent vis-à-vis de ça et quel rendement ils peuvent espérer, à quoi ils sont prêts à renoncer? Benoît Cattel le disait tout à l'heure, certains sont prêts à, au-delà d'une certaine rémunération, à investir finalement leur profit dans des associations, des programmes. Je crois que c'est le cas chez vous également. Oui, alors je pense que les souscripteurs des fonds d'Alter Equity ne sont pas forcément les souscripteurs des fonds du crédit coopératif, et vos souscripteurs, vos épargnants acceptent des niveaux de rendement qui sont un peu inférieurs éventuellement au marché, en tout cas sur certains instruments. Mais une des raisons pour lesquelles le crédit coopératif aujourd'hui a des actifs sous gestion qui n'ont rien à voir en termes de taille, parce qu'ils sont beaucoup plus petits que BNP Paribas, Amundi, etc., c'est que ce volume de souscripteurs, il est quand même, il représente une minorité. Voilà. Et nous, pour arriver à lever, comme je l'évoquais tout à l'heure, il a fallu qu'on détermine un niveau de rendement plus élevé, un niveau de rendement qui correspond au marché du capital développement en France, qui, sur cette taille de fonds, le premier fonds que nous avons levé d'une 40aine de millions d'euros, ce sont des rendements nets pour les souscripteurs probablement entre 5 et 10%, et plutôt plus 10 que 5. Et quand vous commencez à essayer de lever à l'international, ce que pour le moment on n'a pas encore fait, mais on a commencé de discuter avec certains investisseurs sur nos types de fonds, en dessous de 15% net pour les investisseurs, c'est pas la peine d'aller les voir. Sauf, là encore, peut-être certaines exceptions, mais qui sont tout à fait marginales. Donc voilà à peu près le type de rendement que les souscripteurs attendent. Et effectivement, à la demande du fonds de dotation du musée du Louvre, nous avons structuré, et là aussi nous avons été pionniers en France parce que c'était la première fois que ça a été fait sur un fonds impact, une part dite de partage, c'est-à-dire un dispositif dans le cadre duquel le souscripteur s'engage
par avance à donner l'excès de rendement qu'il recevra, au-delà en l'occurrence de 5%, à des projets philanthropiques et que nous avons choisi avec 2 thèmes, impact environnemental et préservation du patrimoine bâti ou non bâti français, ce qui était la demande du Fonds de dotation du Louvre pour réparer, rénover un lavoir, une chapelle, une fontaine, à un moment où l'État probablement dispose de moins de deniers qu'à d'autres époques pour maintenir son patrimoine. Il le fait très bien, mais parfois ça pourrait être encore mieux fait. Et donc si la philanthropie s'en occupe, ça peut être utile. Voilà, donc nous avons essayé de combiner ces deux dimensions. Il y a 1 ou 2 initiatives de cette nature en France, de part de partage sur des sujets qui tiennent à l'éducation notamment. Voilà. Merci beaucoup. Jean Moreau, cet engouement dont on entend parler pour la finance à impact, est-ce que ces entreprises, ces organisations que vous représentez avec le mouvement Impact France en bénéficient? D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien d'organisations représentent le mouvement Impact France? Et est-ce que vous avez l'impression qu'elles bénéficient finalement de cet engouement ou pas tout à fait encore? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour le développer encore davantage? Avec plaisir, je peux faire ça. Alors, on est 1500 structures au mouvement Impact France. Il y a beaucoup de pionniers de l'ESS. Donc, on a les Vitamine T, Groupe SOS, Croix-Rouge, tous les pionniers. Et puis, on a ouvert, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des boîtes qui sont moins dans l'ADN ESS canal historique. Et donc, on a des Biocop quand même, qui est une coopérative qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 600 magasins. On a le Crédit Coopératif en soutien, on a la Maïf. Donc voilà, on s'ouvre à des gens qui sont des gens qui ne seraient pas forcément spontanément venus, par exemple, ici à Convergence. Juste pour reboucler avec la question d'avant, je vais essayer de ne pas être trop provocateur, même si Félix il pousse. Mon constat en tant qu'entrepreneur dans ce secteur, c'est qu'il n'y a pas de problème de financement majeur dans l'ESS, à quelques exceptions près sur lesquelles je vais revenir. Il y a plutôt, à mon avis, un déficit de projets ambitieux, portés par des équipes solides et qui soient en mesure d'encaisser des montants conséquents. Alors c'est provocateur, c'est caricatural, mais c'est ce que je pense au fond, parce qu'il y a déjà beaucoup de financement. Il y en a de plus en plus, parce que, comme on l'a dit, il y a les pionniers historiques, et puis il y a des nouveaux fonds qui arrivent avec un faux nez en disant « Salut, je veux faire de l'impact ». Mais mine de rien, ça met de l'argent sur ce marché-là. Et donc, je trouve qu'il y a plus de financement et de liquidité que de projets en mesure de les encaisser. Et donc je pense qu'il faudrait qu'on ait davantage de belles histoires, davantage d'entrepreneurs comme Jean-Michel Ricard chez Ciel Bleu, Thibaut Guilly chez Ares, Lubna Xibi chez Meet My Mama, Moussa Camara, les déterminés. Enfin, il faut qu'il y ait une génération qui a envie d'y aller et d'y aller fort. Alors après, pourquoi on n'a pas ça? C'est pas la seule route. Hein. Je pense que c'est en partie culturel dans l'ESS. Il y a un peu de small is beautiful et c'est très bien. Je pense qu'il y a un peu d'autocensure aussi dans ce secteur-là, où on n'ose pas lever des gros montants sur des grosses valorisations. L'argent est un peu tabou. Je pense qu'il y a aussi un fléchage des talents qui est un peu en décalage, de par la grille de salaire, de par l'exposition médiatique. Les meilleurs développeurs, les meilleurs commerciaux, ils vont chez Doctolib, ils vont chez Mano Mano, ils vont chez Blablacar, et ils ne viennent pas forcément ici chez nous. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, à mon avis, il y a cette dichotomie entre beaucoup d'argent sur le marché et finalement assez peu de têtes de pont pour accueillir ça. Maintenant que j'ai dit ça, il y a au moins 4 choses sur lesquelles on peut s'améliorer facilement. Le premier, c'est un retour d'expérience sur Phoenix. Je trouve que le plus dur, c'est l'amorçage. Donc passer de 0 à 1 et trouver les 100 000 premiers euros. Et ça, il y a une énorme jungle des financements de manière générale, mais dans l'ESS en particulier, il y a plein de guichets. Donc il y a France Active dans la salle qui en est un. On a la mairie de Paris qui peut faire des aides, des appels à projets. On a la BPI évidemment. On a les régions Île-de-France, mais d'autres qui ont des financements spécifiques. On a l'ADEME et des appels à projets ministériels ou parapublics. Et donc ça, si on n'est pas accompagné, quand on est un novice de l'entrepreneuriat, ça prend déjà 6 mois de comprendre quels sont les guichets, qu'est-ce qui est de la subvention, pas de la subvention, de l'avance remboursable, du prêt participatif, du prêt tout court, qu'est-ce qui est du prêt à la personne, type Réseau Entreprendre ou Wilco, qu'est-ce qui est du prêt à la structure,
comment ça marche entre fonds propres et dettes. Enfin, il y a toute une ingénierie financière qu'il faut décortiquer et simplifier. Deuxième message sur lequel on peut s'améliorer, il y a des statuts juridiques qui sont encore très difficilement finançables. Contrairement à ce que j'ai dit, nous, on n'a pas eu de problème, mais de manière générale, dans les ESS, ESUS, SAS, ESUS, avec une histoire de croissance, de changement d'échelle, il n'y a pas de problème. Mais je connais beaucoup de coopératives, de SCOP, de mutuelles et de SIC qui se sont cassés les dents sur des tours de table devant plein de financeurs. On a un exemple ici avec Samuel de France Barter, qui est logé au-dessus chez Planétique, qui est une entreprise qui a 7 ans, qui fait de l'échange, du troc, et qui a dû abandonner le statut coopératif et basculer en SAS agréé ESUS parce que par manque de financement et par manque de portes ouvertes. Alors que la structure fonctionne, qu'elle a une traction commerciale. Donc voilà. Si on peut arriver à démocratiser et à rendre plus simple le financement de ces structures juridiques un peu plus atypiques que les SAS agréés ESUS, ça sera une bonne chose. Troisième message, ça fait partie du plaidoyer du mouvement Impact France, mais il y a des statuts, enfin il y a des formes de soutien à l'innovation qui ont été très efficaces pour tout l'écosystème French Tech, mais qui restent très fléchés sur le numérique, le digital et tous les outils tech, et qui ne sont pas assez ouverts, à mon avis, à l'innovation douce, l'innovation sociale et environnementale. Donc je fais allusion à des statuts un peu techniques, mais comme le statut JEI, Jeune Entreprise Innovante, qui marche très bien. C'est un allègement de charges sur 7 ans. Pendant 7 ans, au lieu de payer 45% de charges sur vos salaires, vous allez payer 22%. Et ça, c'est ouvert à toutes les boîtes qui ont une dimension numérique, digitale, algorithmique, et pas assez aux entreprises qui font de l'innovation douce, l'innovation d'usage. Et donc ça, il faudrait qu'on ait un statut JEE, Jeune Entreprise Écologique, Jeune Entreprise à Impact Social. Pareil sur le crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est très largement fléché sur l'innovation technologique, sur les développeurs, et passer sur l'innovation d'usage, l'innovation sociale environnementale. Et dernière chose, dernier message, je pense qu'en point d'amélioration, c'est un peu en lien avec ce que j'ai décrit tout à l'heure, mais en tout cas ce qu'on a vécu chez Phoenix, c'était bon, déjà il y a 5-6 ans, donc je pense qu'on était un petit peu en avance de phase par rapport à une arrivée sur le marché qui aurait été pile sur la cible, mais on a eu un peu les fesses entre deux chaises, pour le dire poliment. D'un côté, on était un peu trop ambitieux, peut-être trop gros, trop agressif pour les fonds de finances solidaires, de finances responsables ou les fonds d'impact traditionnels. Je ne parle pas pour le coup de Fanny qui a un positionnement hybride qui nous va très bien, mais en tout cas, c'était trop gros, ça voulait aller trop vite et ça cassait trop les codes pour les fonds d'impact traditionnels. Et puis on était un animal trop hybride pour les fonds de start-up, de finance, de capital risque, de venture capital traditionnels qui ont financé justement les licornes françaises. Et donc pendant quelques années, on s'est retrouvé un peu en dichotomie entre on n'arrive pas à lever avec des fonds d'impact et de SS classiques, et on fait peur par nos statuts ESUS, par l'échelle de salaire encadrée, par la limitation des dividendes, par la lucrativité limitée, on fait peur à des fonds capitalistes traditionnels. Et ça avance, parce que des pionniers ont ouvert la voie, donc on n'est pas les seuls. Alors nous, on a fait une levée de fonds de 15 millions d'euros il y a 3 ans, mais dans la foulée, on a eu Simplon qui a levé une douzaine de millions d'euros, on a eu Castali, qui lutte contre les bouteilles en plastique, qui a levé aussi une dizaine de millions d'euros. On a aussi AssoConnect qui a levé 8 millions d'euros. Donc voilà, je pense que le gap se comble et que les fonds d'impact montent un peu en ambition, en savoir-faire et en montant, et que les fonds classiques se mettent à regarder des dossiers un peu atypiques. Mais jusqu'à présent, il y avait un peu ces deux salles, deux ambiances dont nous, on a pu souffrir. Donc il y a encore du chemin à faire, mais tout ça va dans la bonne direction et que c'est un peu le sens de l'histoire. Merci Jean. Pierre-Alain Sartoux, vous avez entendu des idées de Jean Moreau. Les politiques publiques sur l'ESS, comment elles peuvent avancer encore? En fait, au ministère, on partage la quasi-totalité des constats qui viennent d'être avancés par Jean Moreau. Donc on est très à l'aise avec ça. On a fait le constat très rapidement, mais qui est un constat qui est par ailleurs très connu sur le fait qu'on a un écosystème de l'économie sociale et solidaire qui a 2 siècles, qui a des statuts qui sont
à la fois soit très ancien pour certains modèles de coopératives, certains modèles de mutuelles, mais qui a toujours su innover. Donc ESUS, c'est une illustration. Je pense notamment aussi aux SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui permet d'associer les personnes publiques, notamment les collectivités territoriales. Donc en fait, c'est quand même un écosystème qui est dynamique, qui gagne à être plus connu, qui gagne à se développer économiquement. Et le mantra de la ministre là-dessus, c'est de dire il faut donner les moyens aux acteurs de l'économie sociale et solidaire de faire ce passage à l'échelle, de se développer économiquement et donc mécaniquement de mieux se financer. Ça peut avoir l'air d'un gros mot, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Si on explique qu'il faut que l'économie sociale et solidaire pollinise le reste de l'économie, si on veut que les valeurs, notamment de maîtrise des échelles de salaire, de lucrativité limitée, d'impact social et écologique, atteignent un maximum d'entreprises, il faut faire la preuve qu'en gros, l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas simplement une économie qui, par ailleurs, est très utile et très importante, mais de petites associations de moins de 10 salariés. Il faut aussi que des exemples de grandes réussites comme Phoenix puissent donner envie à des entrepreneurs sociaux, donner envie à des porteurs de projets associatifs de se développer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour cela ? Nous, on peut regarder le marché, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le sujet qu'on a, c'est quand même celui du financement. On l'a vu pendant la crise. Beaucoup d'acteurs d'économie sociale et solidaire qui, en fait, n'ont pas de partenaires bancaires, qui n'ont pas trop de relations avec le service des impôts. Notamment, ça pose une vraie question sur le fonds de solidarité. Beaucoup d'associations n'avaient plus de trésorerie, avaient droit aux aides et ils ne sont pas allés les chercher parce qu'elles n'ont juste pas l'habitude. Et puis, ne connaissent pas les outils et sont mal accompagnés. Donc, on se mobilise là-dessus. Jean a également mentionné le France Active qui intervient en amorçage. L'État contribue financièrement et appuie l'action de France Active sur l'amorçage. On observe toutes les défaillances de marché qui existent et qui empêchent les acteurs de l'ESS de se financer correctement. Et là, dans les prochaines semaines, la ministre annoncera un plan de soutien aux fonds propres et aux quasi-fonds propres des associations en particulier, pour que précisément elles puissent davantage s'appuyer sur des instruments financiers qui leur sont adaptés. Clairement, les personnes qui vont souscrire à cette catégorie de titres ne vont pas être des personnes qui vont chercher du rendement. On ne va pas demander aux associations de faire 10% de rendement, ça c'est clair. Mais je pense notamment à un outil qui commence à être ancien, qu'on a essayé de moderniser et qu'à mon avis, il faut rendre encore plus souple, c'est le titre associatif. Et on a ici quand même dans la salle l'acteur Crédit Coopératif qui est le plus grand spécialiste français du titre associatif, à la fois pour l'accompagnement des associations et pour les souscriptions. Donc là-dessus, on a vraiment des choses à faire, parce que des associations qui vont pouvoir mieux se financer grâce à des quasi-fonds propres vont pouvoir se lancer sur des projets, vont pouvoir se développer, et ça, c'est très bénéfique. Et globalement, l'État doit être, parce qu'il est garant de l'intérêt général, la personne qui va venir combler cette défaillance de marché lorsque les acteurs n'arrivent pas à se financer. Mais clairement, il y a un problème de culture, il y a un problème d'acculturation. Il faut accepter l'hybridation des modèles. Il faut accepter qu'à un moment donné, il y a peut-être d'autres formes d'outils que soit la subvention, soit le prêt bancaire qui viennent soutenir financièrement les structures. Donc là, je ne vais pas redire ce que Jean a dit, je suis entièrement d'accord avec lui. Et puis, il y a une question d'impulsion. Donc là, pour réagir sur les propositions portant sur les jeunes entreprises innovantes ou sur le crédit impôt recherche, c'est vrai que ce sont des dispositifs qui ont été conçus pour la tech, par la tech, et clairement qui soutiennent l'innovation technologique. À mon sens, c'est une difficulté parce qu'il y a une forme d'innovation sociale qui est très répandue en France. On a vraiment beaucoup d'idées, un terreau très fertile pour davantage de soutien à ces projets. Je pense notamment au crédit impôt recherche. Aujourd'hui, le crédit impôt recherche est ouvert aux acteurs qui font de l'innovation sociale. Sauf qu'en réalité, concrètement, sur le terrain, les équipes dans l'administration qui instruisent le crédit impôt recherche regardent parfois avec des yeux béants les projets qui leur sont, de low-tech qui leur sont proposés, ne comprennent pas le lien avec le crédit impôt recherche parce que ce n'est pas de l'investissement dans du big data. Mais là, on a vraiment aussi, de notre côté, État, un effort à faire, un changement de culture à faire pour expliquer que l'innovation sociale, c'est aussi une forme d'innovation tout aussi importante que les autres, et donc les dispositifs doivent être adaptés. Ça, c'est vraiment essentiel. Il faudrait qu'on ait là-dessus des propositions fortes. Merci beaucoup. Benoît Cattel, comment justement vous accompagnez ces acteurs de l'ESS ? Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en place là. Bon voilà, on est avec dans le système bancaire une banque parmi d'autres. On a une petite spécialité, si je puis dire. On ne fait pas tout bien, bien sûr, mais on a, disons, voilà, une histoire, des collaborateurs qui connaissent les sujets, familiarité avec les statuts dont on parlait, avec les dispositifs. Bon, voilà. Donc c'est un peu tous les stades. Ce qui, peut-être dans le temps imparti, ce que moi je voudrais aussi
puisque le sujet, en fait, c'est l'économie sociale, le financement de l'économie sociale, mais le financement aussi de l'impact dans l'économie sociale. Et se dire, est-ce que l'économie sociale est bien placée dans ce dispositif? Donc si j'élargis un petit peu le périmètre sur cette liaison entre finance à impact et comment financer de l'impact, parce que moi, je suis banquier, je me sens devoir dire, est-ce que ce que je finance a de l'impact, quoi, hein? Et pour rebondir sur les premiers, l'introduction, les propos liminaires de Pierre-Alain, en fait, on a quand même, alors peut-être pour dire, je fais une petite digression, le marché du crédit en France, c'est environ 3 000 milliards. 3 000 milliards. Il y a 1 200 milliards, 1 300 milliards, crédit IMO, crédit conso, c'est un peu plus, mais bon, mettons ça, et il y a 1,5 milliard, 1 500 milliards qui sont du financement des entreprises, qui passent pas par les fonds, etc. C'est des prêts faits par les banques. Je parle du marché français, hein. Je ne parle pas des grands établissements bancaires français qui financeraient des entreprises hors des frontières, hein. Là, je parle vraiment de la vision française. Le crédit, vous savez que c'est ce dont bénéficient d'abord les petites entreprises, les moyennes entreprises. Quand une entreprise a une taille suffisante, à ce moment-là, elle fait appel au marché par les fonds dont on a parlé. Et la question qui se pose pour les banquiers dans le cadre de la transition, hein, comme transition sociale, transition écologique, c'est de dire comment je mesure l'impact des crédits que je fais. Je pourrais très bien dire c'est pas mon sujet. Je fais un crédit et c'est voilà, je fais un crédit à Jean et c'est son problème de faire de l'impact avec le crédit. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en remontant la chaîne, et après j'irai jusqu'à l'épargnant, mais je l'ai fait tout à l'heure, en fait, il faut que ce chaînage-là remonte de notre point de vue jusqu'à l'épargnant. Et donc moi, j'ai un rôle, en fait, non pas seulement de passe-plat, si je puis dire, mais de validation des choses. Et le travail qui est fait pour dire oui, le fonds, il est bien un fonds à impact, on a le même travail à faire sur le monde du crédit. Et c'est des sommes considérables. Quand on dit on veut faire ça, moi, en tant que banquier, je commence à être un peu cornérisé parce que vous allez comprendre que quand je fais un crédit à, je ne sais pas, un établissement sanitaire et social sur le handicap, j'ai un impact positif. Et en même temps, je sais que ça finance peut-être, je sais ou je ne sais pas, que ça finance une passoire énergétique. Parce que tous les locaux, voilà, et en particulier les associations qui sont un peu ric-rac, elles ne sont pas obligatoirement dans les derniers cris des locaux, quoi. Et en fait, ces débats-là, hein, non pas d'opposition, mais de savoir ce qu'on mesure, ça va devenir vraiment des éléments clés futurs du monde de la finance. Et on le demande. Vous le sentez quand on dit Total finance, est financé, fait des choses sales, et on dit le financeur n'aurait pas dû le faire. Peu importe qu'il a raison ou pas raison, hein, c'est pas mon point. C'est qu'on commence à dire comment on mesure les choses. Et on va avoir, y compris dans le monde de l'économie sociale, nous banquiers, peu à peu, là où on disait, bon, ma banque ne finance pas le pétrole. On avait une vision sectorielle. Et on va rentrer dans le détail parce qu'on va être conduit par la volonté collective, hein, et la volonté des épargnants à rendre des comptes sur les prêts qu'on fait. Et rendre des comptes sur les prêts qu'on fait, ça nécessite d'avoir un système de mesure. C'est le même système de mesure dont on parlait, enfin le même, c'est le raisonnement parallèle. Sauf que ça veut dire que les bénéficiaires des prêts doivent rendre des comptes, parce que moi, pour leur prêter, non seulement je vais d'abord m'intéresser à savoir s'ils vont rembourser, vous savez ce que fait tout banquier, hein, parce que ce n'est pas son argent, il doit le rendre lui-même, on s'intéresse à savoir s'il va être remboursé. Le deuxième point, c'est, comme il va être sollicité sur « mais qu'est-ce que vous faites de mon argent ?», il va devoir rendre des comptes objectifs. Et on rentre dans quelque chose qui va être, un changement qui pour moi est un changement majeur, et qui ne va pas s'appliquer qu'aux grandes entreprises. Peu à peu, ça va percoler sur tout le monde, de toutes les entreprises et quel que soit leur statut. Et pour ça, alors, on a vraiment besoin, et je félicite vraiment les gens qui travaillent sur la normalisation des choses, parce qu'il ne faut pas que ce soit des règles définies par les banquiers ou que chaque banque définisse ses règles. Il faut que ce soit des règles qui s'imposent. On sent sur, je le dis pour voilà, ce qu'on voit nous en tant que banquiers, le régulateur européen, parce que les banques sont principalement régulées par l'Europe maintenant, hein, lui s'est emparé du sujet. Mais il s'y est emparé sur le champ de l'écologie, du climat, mais uniquement sur le champ du climat. Il commence à réguler ce champ, c'est-à-dire qu'il me demande de justifier que j'ai fait des crédits qui répondent demain à des critères qui améliorent le climat. Vous voyez bien qu'il y a d'abord, premier enjeu, c'est comment on va transposer ça, comment ça va descendre et quelle est la charge de travail qu'on va demander aux emprunteurs, c'est-à-dire à vous, vous qui créez des entreprises dans le monde de l'économie sociale, qui les développez. On va vous dire, votre crédit peut être bien noté si l'impact, au sens où on en parlait au début, c'est-à-dire l'intentionnalité, etc., est prouvé par des critères objectifs mesurables et si possible mesurés par des tiers, avec des tiers de confiance, parce qu'il faut que ça ait une valeur. C'est
un coût pour le bénéficiaire du prêt. C'est un coût aussi collectif, parce qu'il faut construire les outils de mesure, il faut construire les normes qui sont liées à ça. Et en même temps, c'est une chance, parce que ça va permettre vraiment de router et de flécher l'argent là où on veut qu'il soit. On reproche assez aux banques de financer tout et n'importe quoi. Or, on n'a pas trop le temps, quoi, dans la transition dont on parlait. Donc, premier sujet, c'est qui fait les normes, comment le régulateur va jouer les choses, et le régulateur va pénaliser les mauvais prêts et pénaliser les bons prêts, c'est comme ça va se passer comme ça. Et puis comment on fait en sorte que les aspects sociaux soient pris en compte, parce que bon, l'Europe et le social en matière de régulation bancaire, ils comprennent le climat, ça ils ont bien compris, le reste c'est quand même un peu éloigné. Et nous on a un sujet majeur collectif, parce que on veut faire les deux en même temps. Voilà. Et moi je crois que ce sont des sujets aussi qu'il faut qu'on mette dans les champs des réflexions, ils y sont bien sûr partiellement, mais autant une très grande entreprise ou une très grande, on citait la Croix-Rouge, est capable de donner de l'impact de l'argent dont elle bénéficie par l'intermédiaire de crédit, autant chacun des entrepreneurs qui sont dans cette salle ou qui nous écoutent n'ont pas obligatoirement culturellement ces éléments-là. Et voilà. Et l'économie sociale et solidaire, elle a un avantage, parce que comme elle est née dans cette vision-là d'avoir un impact, en fait, elle va s'y ajuster. Mais c'est tout le monde économique qui va s'y ajuster. Et je crois qu'il y aura des transferts aussi, parce que c'est assez riche d'enseignements pour un patron d'entreprise de mesurer si le crédit qu'il va recevoir a vraiment un impact positif. Je crois que c'est un transformateur de société qui est extrêmement puissant. Voilà. J'étais un petit peu long, mais pour dire que c'est à l'épargnant de demander des comptes sur le prêt final dont bénéficie telle ou telle association, telle ou telle entreprise, qu'elle soit capitalistique ou capitaliste pure ou pas. Et ça, c'est un enjeu qui est collectif et qui transcende, me semble-t-il, la nature du montage capitalistique ou pas de nos activités. Fanny Picard, vous investissez dans des entreprises à impact avant qu'il y ait cette loi ESS, donc ce n'est pas forcément des organisations qui tombent dans cette catégorie. Est-ce que ça peut être justement un frein pour lever des fonds auprès de vous? Est-ce que vous trouvez par exemple que c'est trop normé? Vous avez vos propres critères également. Et est-ce que vous pouvez nous partager un certain nombre d'exemples de ces entreprises à impact? Non, le fait qu'une entreprise soit à statut ESS, ESUS n'est pas un frein pour nous à l'investissement. Les entreprises qui nous sollicitent, en général, en tout cas à aujourd'hui, nous n'avons jamais investi dans une entreprise labellisée ESUS, mais ça n'est pas un principe. Et en général, nous avons des entrepreneurs qui ne souhaitent pas s'inscrire dans les caractéristiques de l'économie sociale et solidaire. Ça ne veut pas dire qu'ils cherchent à avoir un impact positif sur les sociétés. Ils cherchent à être fiers de la manière dont ils se comportent vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes que j'évoquais tout à l'heure. Mais pour eux, la rentabilité, c'est le moyen de la croissance, un étalon de la réussite, et cette profitabilité limitée, cette rémunération des actionnaires un petit peu organisée, structurée, un petit peu limitée, ne leur convient pas. Voilà. Ça, c'est l'essentiel des personnes qui viennent à nous aujourd'hui. Alors, les entreprises de notre portefeuille, bien sûr, je ne peux pas les citer toutes, mais quelques-unes qui sont dans le B2C, donc qui ont des produits ou des services qui s'adressent aux consommateurs. J'espère que vous les connaissez presque toutes. On a, par exemple, investi dans une société qui s'appelle Murphy. Alors, Murphy, si votre frigidaire, votre four, votre machine à laver, tout votre gros électroménager tombe en panne, surtout, n'allez pas chez Darty, même si on les aime beaucoup, mais appelez Murphy pour qu'il les répare. Ils viennent les réparer pour 85 €. C'est un forfait, quel que soit le nombre de fois où le réparateur va venir chez vous. Bien sûr, les pièces détachées sont en plus. Et ça vous évite d'acheter un gros électroménager neuf. Un impact environnemental qui est donc important par l'économie de matériaux nouveaux, l'économie de transport de ces machines entre les lieux de fabrication, les lieux de stockage, le magasin et chez vous. Et puis un impact social, parce que l'entreprise qui est très engagée s'est refusée d'ubériser ses salariés, ses réparateurs, pardon, et donc vous avez compris, ils sont salariés. Et d'ailleurs,
comme ils ne passent pas leur temps en réparation parce que tout ça n'est pas encore optimisé, eh bien, l'entreprise les utilise le reste du temps à réparer du gros électroménager qui a été jeté, qui est reconditionné. Donc, une fois que si vous achetez pour la première fois un frigidaire ou un four, regardez aussi le site Murphy, vous pouvez l'acheter en reconditionné et ils ont une très belle gamme de produits. Et ce produit reconditionné, s'il n'arrive pas à réparer votre machine à laver, eh bien, il vous propose d'utiliser les 85 € que vous avez dépensés pour faire venir le réparateur en bon d'achat sur le reconditionné. Donc ça, c'est Murphy. On a investi dans une société qui s'appelle ILEC. ILEC, il se positionne comme le leader en France de l'énergie 100% renouvelable, électrique et biogaz. Bon, en distribution d'énergie électrique, il y a des acteurs qui sont plus importants, mais à notre connaissance, ils sont les seuls à proposer aujourd'hui électricité et biogaz. Mais la chose la plus intéressante, c'est pas ça. La chose la plus intéressante, c'est que ce qu'ils commercialisent, c'est de la vraie énergie renouvelable, sachant que c'est un peu comme dans la finance avec un nez rouge. Dans l'énergie, il y a un peu des nez rouges. Je ne vais pas entrer dans tous les détails techniques, mais il y a un certain nombre de distributeurs qui vous proposent de l'énergie renouvelable, mais en fait, ils achètent l'électricité sur le marché de l'électricité. Le marché de l'électricité, c'est un mix 70% nucléaire, 8% charbon. Il n'y a que 20% à peu près qui est renouvelable. Et ensuite, ils achètent ce qui s'appelle des garanties d'origine et qui sont censées refléter l'origine renouvelable de l'électricité. Le problème, c'est que je ne rentre pas dans les détails, je suis désolée, c'est pas ultra clair, mais en fait, pour que ce soit ultra clair, il faudrait que je prenne plus de temps et si vous voulez que je vous explique mieux, enfin, vous pourrez chercher sur Internet. Mais le problème, c'est que ce marché des garanties d'origine est biaisé, un peu falsifié en Europe, notamment par la Norvège, qui produit beaucoup d'hydroélectricité, mais où l'électricité est consommée sur place et où néanmoins les garanties d'origine sont commercialisées. Donc, voilà, les distributeurs classiques d'énergie renouvelable qui n'ont pas leur propre fournisseur d'énergie 100% renouvelable, dans un certain nombre de cas, en fait, vous vendent quand même de l'énergie qui n'est pas vraiment renouvelable. Voilà. Chez ILEC, c'est du 100% renouvelable. On a aussi investi dans Kipli, au capital de Kipli, qui commercialise des matelas en latex bio. C'est mieux pour l'environnement que les matelas traditionnels qui, pour la quasi-intégralité d'entre eux, maintenant qu'on n'a plus vraiment de matelas en laine, contiennent de la mousse de polyuréthane, même évidemment les matelas à ressort, parce qu'en plus du ressort, il y a de la mousse. Et en fait, dans ces polyuréthanes, eh bien, qui sont donc des dérivés de pétrole, dans un certain nombre de cas, il y a des perturbateurs endocriniens. Et quand ils ont des mémoires de forme, dans un certain nombre de cas, pas tous, des composés organiques volatiles cancérigènes. Donc, en tout cas, évitez les matelas à mémoire de forme, parce que ça, c'est vraiment c'est très embêtant. Et puis, le plus possible, acheter des matelas en latex. C'est plus lourd, mais enfin, c'est rare de transporter son matelas. En général, ce sont les livreurs de matelas qui le font. Mais c'est bien meilleur pour l'environnement, pour votre santé et surtout pour celle de vos enfants. Je ne rentre pas dans les détails non plus, mais pour les enfants, ces éléments sont vraiment problématiques. On a beaucoup d'autres participations. Vous me coupez, Cynthia. Non, voilà. Merci. Voilà, je voulais qu'on en ait au moins 3, puisque vous savez, je suis inlassable. C'est la règle lorsqu'on commence à parler de marques. Et comme je voulais qu'on ait quand même des exemples assez précis des entreprises dont on parle aujourd'hui qui soient financées. Jean Moreau, je me tourne vers vous. Ce sujet, on l'a un petit peu évoqué, cette histoire de greenwashing, de ceux qui paraissent verts mais ne le sont pas. Vous avez commencé à travailler sur un sujet d'engagement il y a de nombreuses années maintenant, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence pour le grand public lorsqu'on travaille sur ces sujets d'impact? C'est quelque chose qui revient très très souvent. Moi j'ai des étudiants régulièrement qui nous disent est-ce qu'ils font vraiment? Est-ce qu'il existe vraiment ces entreprises responsables? Est-ce que c'est un sujet que vous avez pu rencontrer? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aller vers le public et les convaincre qu'il y a vraiment des acteurs positifs sur ces sujets-là? Le gros sujet qu'il y a derrière, c'est celui de la norme, de la labellisation et du sérieux des outils. Après, donc aujourd'hui, pour être clair, il y en a beaucoup. Des labels, des tampons de certification sur l'impact. Beaucoup d'outils derrière. Donc pour en citer quelques-uns, je pense que c'est compliqué pour le consommateur de se retrouver entre Bicorp, l'entreprise à mission, la loi Pacte,
une entreprise à impact déclarative. Le gouvernement et Olivier Grégoire a fait une plateforme qui s'appelle aussi la plateforme Impact. Chez Impact France, on a créé et développé de l'Impact Score. Donc, bon, je pense qu'il y a un foisonnement de labels et de certifications dont on commence à souffrir. Et on gagnerait à les unifier et à en faire émerger un en particulier. Il faut aussi trouver le bon curseur, ça c'est un point de vue très personnel, mais entre quelque chose de très complet, exigeant, méritocratique. Et je pense qu'un des meilleurs exemples là-dessus, c'est le processus B Corp, qui est un processus américain, donc avec tous les défauts que ça peut avoir, mais qui est quand même sur 280 questions, avec à minima 6 à 9 mois de processus de certification, avec des audits réguliers en France, au niveau européen, un comité aux États-Unis. Donc quoi qu'on en dise, c'est très sérieux, et quand on veut y aller, c'est l'envers du décor, c'est cher, c'est long, et il faut être motivé parce qu'on peut s'arrêter 15 fois en route, jusqu'au dépôt du dossier, et puis ensuite dans le tunnel de certification et de transformation. Donc nous, quand on a vu ça, et Phoenix est labellisé B Corp, et je suis moi-même administrateur de B Corp, donc c'est un disclaimer, mais je suis quand même conscient des limites, enfin des forces et des faiblesses de l'outil. Donc on a voulu prendre le contre-pied avec le mouvement Impact France, et dire, il y a probablement la place pour un label sérieux, mais moins engageant, moins lourd, moins complexe, et donc on a voulu faire quelque chose de plus déclaratif, plus simple, que ça ne prenne pas 9 à 12 mois entre le lancement de la procédure et la certification, moins cher aussi. Et du coup, c'est ce qu'on a fait, et on a les faiblesses de nos forces, c'est-à-dire que c'est déclaratif, qu'on n'a pas l'équipe et les moyens de faire des contrôles, et que donc ça a moins de force et moins de sérieux peut-être que l'autre. Donc voilà, il faut faire émerger un label, de manière générale, en France, évidemment même en Europe. Donc probablement, je pense qu'un des acteurs les plus pertinents pour le porter, c'est l'État, avec le moins de conflits d'intérêts. Et il faut trouver le bon dosage entre simplification, coût, lourdeur et longueur de certification, et tout en restant dans le sérieux. Et je pense qu'un bon exemple, et je finirai là-dessus, en tout cas un exemple qui nous inspire au mouvement Impact France, c'est le Nutri-Score, qui est quelque chose qui en 3-4 ans a eu une ampleur assez phénoménal. C'est un petit, vous le connaissez tous, hein, mais c'est un petit doseur sur vos emballages d'alimentation. Et donc si on pouvait faire ça pour tous les produits de consommation courante, et que quand vous achetiez un appareil électroménager, que ce soit chez Murphy ou chez Darty, vous sachiez si c'est du sale ou du propre, ça serait déjà une bonne chose pour que le consommateur reprenne le pouvoir sur sa consommation et qu'il renverse le rapport de force et qu'il choisisse ce qu'il veut voir dans les rayons. Donc voilà, si on pouvait avoir la version extensive du Nutri-Score sur tous les produits de consommation, prenant en compte l'impact carbone, l'impact social et la gouvernance interne de la boîte, on serait ravis, et c'est un peu l'ambition. Mais ça va être long. Merci beaucoup. Pourquoi ça va être long, Pierre-Alain Sartoux? Vous ne pouvez pas accélérer le mouvement, puisqu'on vous a donné déjà pas mal de guidelines là. C'est un sujet qui est... en gros, on a un horizon qui est l'horizon qui est décrit par Jean Moreau, qui est un horizon qu'on souhaite tous atteindre, et puis on a la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a une jungle de labels privés, publics, parfois évalués, parfois non évalués, parfois des entreprises qui créent leur propre label pour se l'appliquer juste pour pouvoir faire du greenwashing. Pareil pour l'impact. J'avais aussi en tête évidemment le Nutri-Score. Nutri-Score, c'est un grand succès, même les produits qui sont aujourd'hui très mauvais et qui ont un score de E l'affichent. Donc pour le consommateur, c'est une grande avancée en matière de transparence. Je vais juste vous citer 3 autres projets en cours et qui ont moins de 2 ans. L'Impact Score, évidemment, dont Jean a parlé. Le Remunascore, qui est en cours de discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui est sur un sujet aussi très important, qui est comment garantir la bonne rémunération des agriculteurs lorsque vous achetez des fruits et légumes ou des produits transformés. Donc vous connaissez ce sujet très bien. Je pense au score carbone. C'est quand même très important aussi que le consommateur puisse être éclairé sur la consommation et le bilan de gaz à effet de serre des produits qu'il consomme. Et puis évidemment, on souhaite avoir des labels sur le côté bio ou pas du produit. On souhaite savoir comment a été élevée une poule ou un agneau. On souhaite pouvoir vérifier quel va être le degré de recyclabilité, de réparabilité d'un produit. Donc on a un indice de réparabilité, on a un indice de durabilité qui va entrer en vigueur. Je pense que vous voyez un peu où je veux en venir. On a quand même un vrai problème de conflit d'objectifs et de profusion d'informations qu'on veut donner à l'attention des consommateurs et des épargnants si on vise un public le plus large possible.
Et là, honnêtement, c'est quand même très difficile, parce que les intérêts sont très divergents, de dire Olivier Grégoire, pour moi, ce qui est important, c'est l'impact. Donc, je viens de Normandie, tes sujets agriculture, élevage, bien-être animal, t'es gentil, mais c'est moins important que l'impact. Vous voyez, on a quand même un petit problème, Barbara Vampili, c'est bien, mais la réparabilité des produits, on n'a pas la place sur l'étiquette, donc on va faire autrement. Il faut qu'on prenne ça en compte. Honnêtement, il faut qu'on prenne ça en compte et qu'on arrive à trouver le bon chemin, mais je ne suis pas sûr, en tout cas, que ce soit l'État qui est la réponse, en tout cas à court terme. Ce que je sais, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, dans 3 ou 4 ans, l'Union européenne va réglementer, et on se satisfait beaucoup de ça, pour obliger les entreprises à publier tout un tas d'indicateurs sociaux, écologiques et de bonne gouvernance. Il faudra que tout le monde puisse s'en emparer, qu'il y ait une vraie transparence qui soit faite là-dessus. Donc, nous, en tout cas, côté gouvernement, on milite pour qu'au niveau européen, il y ait une harmonisation la plus rapide possible. Donc, l'horizon, là, c'est 2023, au pire 2024. Là, on aura vraiment une façon d'avancer, mais attention à la jungle des labels, attention à la multiplication des initiatives, parce que là, c'est l'AMF qui le dit, hein. C'est une étude de 2019, donc en 2019, il y avait encore beaucoup d'objets dont j'ai parlé qui n'existaient même pas. On a 2 tiers des Français qui n'ont plus confiance dans les labels. Merci beaucoup. Avant de vous donner la parole dans quelques instants, je vais demander à chacun de conclure peut-être sur ce qu'on peut souhaiter sur ce sujet pour l'avenir. Benoît Cattel. C'est dans la direction de ce qu'on a dit. D'abord, l'économie sociale et solidaire, elle est précurseur en termes d'impact. Deuxième point, les normes, la façon de travailler nous pousse collectivement, que ce soit lié au climat, l'opposition potentielle climat, enjeux sociaux, nous pousse à serrer les rangs. Troisième point, c'est quand même le pouvoir du consommateur, et en matière de finance, c'est le pouvoir de l'épargnant. Et la quatrième dimension, c'est oui, il faut une norme avec quand même une mesure externe. Ça peut pas être la police, l'automobiliste qui fixe la norme, quoi. Hein. Et donc je crois que la bonne maille sur ces sujets, ce sera plutôt l'Europe. Je crois qu'il faut qu'on soit très actif pour promouvoir nos bonnes idées au niveau européen. Et puis, qu'on se dise, dans la grande transformation qu'on a à faire de nos modèles économiques, parce qu'on ne va pas y échapper, il va y avoir des perdants, des choses qui vont être très délicates à gérer. Hein. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous travaillez dans une station essence, il faut quand même se poser des questions. On a des bouleversements de modèles économiques à gérer collectivement. On a de l'argent qui sera limité, on va avoir des entreprises en très grande difficulté parce que le climat ne le permet pas, parce que les enjeux sociaux ne le permettent pas. Et donc il faut vraiment qu'on soit très attentif et très aidé, que ce soit dans l'univers de l'économie sociale ou dans l'univers économique global, à prendre les meilleures des idées et avoir des thèmes qui nous inspirent, quoi. Voilà. Merci. Fanny Picard. Compte tenu de la gravité des désordres environnementaux, et si vous êtes ici, c'est que vous les avez compris, compte tenu, et comme vous venez de l'évoquer, des conséquences sociales que cela va entraîner, ce qui me semble vraiment important, et comme Jean l'évoquait, mais il a dit tellement de choses qu'il a aussi dit ça, il faut qu'il y ait beaucoup plus de projets qui proposent des produits ou des services de substitution qui organisent la transition vers une société beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusive. Et les fonds, les besoins financiers, ok, il y a des sujets de normes, etc. Mais ces fonds, aujourd'hui, et comme Jean le disait également, ils sont là. Il y a beaucoup d'argent sur le marché, beaucoup plus, comme tu le disais, que de projets. Et donc, voilà, il faut des projets. On en a besoin pour organiser la transition. Moi, je vais aller dans ce sens-là. Je vais reprendre ma casquette d'entrepreneur. Et donc, mon message de conclusion, il est pour vous. Je pense que vous pouvez, je vous incite à créer des structures, indépendamment du statut juridique qu'il y a derrière, qui s'attaquent à une problématique sociale environnementale. Et dès lors que ça fonctionnera, même à petite échelle, même sur juste ce qu'on appelle un POC, une preuve de concept, un test, vous trouverez des fonds. Je ne suis pas inquiet pour vous. Vous trouverez des talents, parce qu'il y en a plein qui rêvent de rejoindre la transition. Et vous attirez des médias, vous aurez de la lumière sur votre sujet, parce que ce sont des histoires que la presse adore raconter. Et tant mieux pour nous, c'est aussi fait partie
des atouts du secteur, c'est qu'on attire des talents en les payant parfois moins cher que le marché, on attire de la presse à coût zéro parce que voilà, ça fait des belles histoires, et les financeurs sont là, comme l'a rappelé Fanny. Donc allez-y, lancez-vous, c'est un terrain de jeu, un bac à sable qui est presque infini, mais soyez focalisés sur l'exécution, faire en sorte que ça marche, qu'il y ait un avant-après, et puis ensuite le passage à l'échelle, ce sera de l'intendance. Pierre-Alain Sartoux. Oui, non, c'est un message de remerciement pour le Forum 3.0 qui a organisé ce débat sur un terme qui est sur un sujet qui est quand même exigeant, mais qui est très important. Et remercier les participants pour la qualité des débats qu'on a eus, et puis vous évidemment pour votre participation. Merci, on va avoir 2 questions. Alors Isabelle, un micro qui arrive. Si, comme il est tard, je vais aller vite. Donc, effectivement, grand merci à tous. On retient plein de choses, hein, et puis notamment une idée de simplification, de lisibilité. Juste un petit focus quand même, parce que quand on parle de ESS, on dit 220 000 acteurs, on dit 160 000 associations employeuses à partir de 1 salarié. Donc, je remercie Pierre-Alain Sartoux qui a fait un focus très intéressant, et on n'aura peut-être pas le temps là, mais je pense qu'il est important d'avancer encore sur le financement des associations. Trop souvent, des acteurs, qu'ils soient publics ou de toute origine, on va dire, posent la question du retour sur investissement en s'adressant à des associations qui sont des acteurs à but non lucratif. Donc il faut vraiment aller loin jusqu'au bout de ce débat-là qui n'est jamais totalement éclairci. Et là, je parle l'innovation, elle est aussi du côté des associations. Il y a tout le médico-social qui souffre. On a parlé dans la table ronde précédente du sport. Enfin, le tissu associatif est quelque chose de très important. Et dans le financement, on doit encore aller plus loin dans la réflexion, dans les outils. Donc, je me réjouis de ce que vous avez annoncé. Mais je pense qu'il quelquefois, on est trop flou là-dessus. Donc, petit point de vigilance. Deuxième point de vigilance qui a été évoqué par plusieurs d'entre vous, la mesure d'impact. Et je parle encore du monde associatif. Attention, la mesure d'impact, quelquefois, on n'a pas les bons outils, c'est pas chiffré. C'est beaucoup plus riche que ça. Quelquefois, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, mais ça peut être un piège. Donc, IDEAS, l'association que je préside et qu'on appelle quelquefois, comme ça vous comprendrez tout de suite, le Bicorp des associations. C'est pas moi qui le dis, c'est un administrateur de Bicorp. On fait un travail gratuit, complètement gratuit, pour les associations, à partir d'indicateurs sur la structuration, la transparence financière, le pilotage, la cartographie des risques et l'évaluation. Et je termine là-dessus. On a mieux, nous, employés, regarder une démarche d'évaluation qui consiste à donner des outils, à interroger, plutôt que de parler de mesures d'impact qui, franchement, peut être dangereux pour le secteur associatif. Donc, je ne sais pas si vous aurez le temps de réagir sur tous ces points, mais ce sont vraiment des points de vigilance importants. Et puis, vraiment, ma conclusion, quand on parle ESS, 160 000 acteurs de l'ESS sont des associations à but non lucratif. Merci d'y penser. Et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Il y avait monsieur à qui avait aussi une question à poser. Donc on avait, voilà, peut-être avant de poser votre question, Pierre-Alain Sartoux, vous voulez réagir sur cette thématique plus particulièrement des associations, puisque c'est plus compliqué pour des associations de montrer cet impact, et notamment en termes de rentabilité. La première chose qui est importante à rappeler, c'est quand même que structurellement, une association employeuse a un modèle économique qui est fragile. Tout simplement parce qu'elle a un but non lucratif, parce que ce n'est pas son objet de faire du profit, de faire du rendement. Donc c'est sûr que là, il faut être en mesure de le soutenir. Sur la mesure d'impact, c'est un chantier qui est désormais bien exploré, mais il y a encore beaucoup d'acteurs qui se positionnent dessus. Je veux juste signaler tout ce que fait FAIR, donc le nouveau nom de Finansol et Ililab. Autour de ça, ils sont assez en avance. Et également ce que fait l'UDES, si ça vous intéresse, donc l'Union des employeurs de l'ESS, qui a développé un outil qui s'appelle Valores, qui est à mon avis une très bonne petite mesure de l'impact social. Merci, monsieur. Oui. Bonjour, je m'appelle Maxime Decorde. Ma question s'adresse à vous tous et peut-être plus en particulier à vous-même, Picard. Et d'ailleurs, je voulais en profiter aussi pour vous dire à quel point je suis admiratif de votre travail visionnaire et de la qualité de toutes vos allocutions, toujours empreintes de gratitude et d'humilité. Ma question, c'est, je comprends que la finance impact tente d'apporter une réponse salvatrice aux dérives du capitalisme et aux dommages qu'il cause en luttant contre toutes les formes d'inégalité sociale et contre la dégradation de l'environnement. Dans quelle mesure
la finance impact peut véritablement transformer le système capitaliste, pour en faire la norme, dans la mesure où elle récupère les mécanismes du système et que leur viabilité en est toujours dépendante. Il s'agit toujours de générer un rendement financier et ou social sur un capital productif, et l'argent investi dans la finance durable provient toujours, tout en haut de la pyramide, de bailleurs de fonds qui tirent leur fortune de dividendes générés par des entreprises classiques dont ils sont actionnaires. Alors peut-être Fanny Picard, puisque c'était notamment destiné. Merci beaucoup de votre commentaire extrêmement gentil et qui me touche profondément. Je crois qu'autour de la table, vous avez vraiment des acteurs majeurs et importants de la transformation que vous venez d'évoquer. On a un certain nombre. C'est évidemment un sujet extrêmement difficile. Je vous recommande, vous allez adorer le dernier bouquin de Alain Grandjean, L'illusion de la finance verte, qui traite de cette problématique. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez des investisseurs financiers qui attendent un niveau de rendement, qui exigent ce niveau de rendement, et de l'autre côté, si on va à l'extrême, il y a un certain nombre d'actions positives qui ont des coûts. Mais entre les deux, il y a beaucoup de possibles. Donc, bien sûr, si vous demandez à des investisseurs institutionnels traditionnels de financer les projets de l'ESS qui sont soutenus par le crédit coopératif, ça ne fonctionne pas. Bon. Mais entre les deux, et je pense qu'on est sur un mouvement qui a enclenché quelque chose. Je crois que vraiment ce siècle, c'est celui de l'émergence de la responsabilité dans le monde des affaires. On sort de la période post-1970, Milton Friedman, qui dit la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de maximiser son profit. Et qui a entraîné, on va dire 50 ans, en tout cas 40 ans, de pensée unique sur le fait que l'objectif de l'entreprise, c'est de maximiser son profit au seul intérêt de ses actionnaires. Et même le dirigeant est au service de ses actionnaires. Bien sûr, c'est un petit peu extrême ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, avec ce qu'on appelle le fiduciary duty, le devoir fiduciaire des administrateurs qui ont pour rôle, et ça a été rappelé par la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions des tribunaux, de vérifier que les décisions des dirigeants sont conformes à l'intérêt des actionnaires. Ça veut dire qu'un dirigeant, en augmentant ses salariés, peut être condamné par un tribunal. Ça va assez loin. Ça a été fait aux États-Unis. En France, ça c'était composé, nuancé par des notions juridiques d'intérêt social, etc. Et donc le dirigeant français ne risquait pas d'être condamné par un tribunal en augmentant ses salariés. Mais néanmoins, il s'inscrivait dans cette pensée un petit peu unique des marchés financiers de maximiser son profit. On a une rupture historique, et je remercie à nouveau ce gouvernement, enfin, le président de la République, mais c'est une loi qui a été portée pour partie par Olivia Grégoire, en tout cas au Parlement. On a cette loi historique qui est à plusieurs étages, et je ne vais pas rentrer dans la description des impacts de la loi Pacte, mais qui vient élargir l'objet social de l'entreprise en disant que l'entreprise doit tenir compte des conséquences sociales et environnementales de son activité. Et donc on a amorcé avec cette loi Pacte un mouvement d'ouverture de l'intérêt de l'entreprise, de la finalité de l'entreprise. Et en parallèle de ça, on a une pression des investisseurs qui, grâce à des acteurs comme nous, ont maintenant acquis l'idée que la responsabilité n'est pas nécessairement antinomique de la rentabilité. Donc pour aujourd'hui et pour le moment, et je le maintiens quand même, en majorité, il reste attaché en premier lieu au niveau de rendement financier, mais il se préoccupe de plus en plus de responsabilité sociale et environnementale. C'est totalement insuffisant. Ce qui est en train d'être mis en place est totalement insuffisant, et il y a beaucoup de discours et il y a des actes qui sont très décalés par rapport au discours. On est d'accord. Mais il y a des démarches qui sont en train d'être mises en place, il y a des reportings qui deviennent obligatoires, et dans la durée, moi je suis confiante sur le fait qu'il va y avoir une prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux beaucoup plus importante dans le monde des affaires que ça n'est le cas aujourd'hui, à la fois du fait de cette pression réglementaire et puis aussi du fait de l'attente des consommateurs et des salariés qui mettent une pression sur les entreprises. Et puis les investisseurs, aujourd'hui, ils restent dans le modèle ancien, mais les jeunes
attendent de plus en plus cette responsabilité de l'entreprise. Et puis, entre-temps, on a ce dérèglement climatique et tous ces dérèglements environnementaux qui sont aujourd'hui d'un niveau de gravité extrême. Et ce qui s'est passé cet été, le dôme de chaleur au Canada, les incendies absolument partout, ça va s'accélérer, malheureusement, ça va être de plus en plus horrible. Et en face de ça, la conscience des investisseurs va être de plus en plus forte. Les assureurs, on commence à le voir, vont arrêter d'assurer un certain nombre de risques, etc. Il va y avoir des conséquences majeures. Et du coup, le rôle des entreprises va être augmenté. Il va y avoir de plus en plus d'associations qui vont interpeller les entreprises sur leur rentabilité, sur leur responsabilité, sur le décalage entre leur discours et ce qu'elles font. Et donc, voilà, moi, je suis... Même si tout ça ne va pas du tout suffisamment assez rapidement au regard des enjeux, je suis quand même confiante sur l'enclenchement d'une mécanique complètement différente, d'une culture complètement différente. Merci beaucoup Fanny. Et puis un dernier mot, voilà, Benoît Cattel, pour répondre sur ce sujet. Très rapidement. En fait, moi je crois qu'il y a 3 leviers. Il y a le rendement, tel que vous l'évoquez, puisque le capitalisme est associé à un niveau de rendement. Aujourd'hui, on va s'en prendre parti, je veux dire, le rendement exigé du capital et qui sont les investisseurs qu'il y a derrière et d'où vient l'argent de ce rendement? Est-ce qu'il vient de systèmes de demande de retraite, de fonds de pension? Enfin, je veux dire, cet argent va bien quelque part et vient bien de quelque part. Mais sans prendre parti, il y a quand même un niveau de rendement qui est exigé, qui est complètement décorrélé des prix de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'OAT ce matin, l'État se finance à 0% à 10 ans. Le coût du capital, il n'a pas baissé dans cette proportion, voire les exigences ont parfois augmenté. Donc on a un sujet économique. Mais moi, je voulais insister sur 2 autres facteurs. Fanny l'a dit. Premier point, c'est le consommateur. Je veux dire, il a un pouvoir et il aura de plus en plus de pouvoir, y compris le consommateur bancaire. Et le deuxième point, il y a des marchés de financement qui vont se fermer pour un certain nombre d'acteurs qui ne jouent pas le jeu ou qui ne jouent pas suffisamment vite le jeu. On le voit dans le financement de l'armement en France aujourd'hui. C'est des secteurs qui deviennent des secteurs non. On le voit sur le charbon, on le voit, enfin, lisez, on voit ça. Demain, ça va s'amplifier. Et je crois que ces critères-là, à condition qu'ils soient objectifs, vont fermer des vannes de financement aux entreprises et donc fermeront leurs projets. Et c'est donc vital pour eux. Et je crois que c'est plus ce sujet-là qui permettra la transformation dont on a besoin que se battre sur est-ce que c'est 10% le bon rendement ou 7,5%. Je pense que c'est les 2 idées du poids du consommateur et la fermeture des financements sont des outils beaucoup plus puissants. Peut-être 2 mots, juste aussi un dernier truc, parce que je pense qu'on est concerné par la question, puisque Phoenix a suivi aussi un schéma relativement capitaliste, au fond, avec des levées de fonds, même si c'est de la finance responsable. On est sous statut SAS, mais donc on n'est pas dans la révolution, on essaie de changer le système de l'intérieur. Et donc tout en étant dans un schéma relativement traditionnel, on a encadré les salaires de 1 à 7 dans le statut et de 1 à 5 dans la vraie vie. On a plafonné les dividendes à 50% des résultats nets. Et puis tous les salariés sont actionnaires. Donc ce sont des petits gestes, mais voilà, qui font stratégie des petits pas. On fait d'abord évoluer le système en place vers du mieux-disant, une gouvernance plus éclairée et un partage de la valeur plus équitable, où la valeur n'est pas capturée par des fonds et des cofondatrices, cofondateurs, elle est plus partagée. Et puis ensuite, on ira peut-être sur l'étape 2 que vous évoquez en filigrane, mais je pense que c'est la seule façon d'embarquer l'économie dominante en transition, sans passer du tout au tout en quelques années. Oui, et je rebondis sur ce point et merci de l'avoir évoqué, Jean. Nous, chez Alter Equity, avec notre 2e fonds, on a été le premier fonds en France à exiger 2 choses. Qu'une entreprise, pour que nous y investissions, procède à un bilan carbone, qui pour nous est la première étape d'une démarche de décarbonation. Et deuxièmement, ouvre son capital à tous ses salariés ou leur donne accès à la plus-value de l'investisseur et pas seulement à quelques dirigeants. Et on a été les premiers à faire ça, mais ensuite, il y a eu un entrepreneur qui a lancé un mouvement pour faire en sorte inciter les startups aujourd'hui françaises à procéder à un bilan carbone. Oui, on a été pionniers, mais ça entraîne d'autres et ça va entraîner une banalisation de ce sujet et c'est formidable. Et sur la question du partage de la valeur, au-delà de ce qui a été fait dans l'économie sociale et solidaire, il y a encore beaucoup à faire en France aujourd'hui. Mais voilà, nous, c'est notre proposition. Il y en a certainement d'autres. Jean l'a fait chez Phoenix. Mais vous voyez, on est un peu des laboratoires, on propose des choses et puis ensuite, ça devient plus important. Et tout ce mouvement, il est en train de s'accélérer. C'est une source de joie, d'enthousiasme,
tout cas pour être positive. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mes 4 invités d'avoir bien voulu réagir aujourd'hui sur ce sujet de la finance à impact. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, bon forum 3.0 pour cet après-midi. Au revoir.